Merci Maria et Yannick de l'invitation. Merci Martin aussi d'avoir joué les intercesseurs. Et il me revient en effet cette mission difficile de conclure. Alors conclure, je ne vais pas conclure. Vous avez peut-être en tête la fameuse formule de Flaubert. La bêtise consiste à vouloir conclure, c'est-à-dire à vouloir le clore. Donc je vais plutôt essayer de tracer quelques lignes d'ouverture après cette journée passionnante, cette journée enthousiasmante. Ce caractère passionnant tient, je crois, à la fois évidemment à la qualité de la problématique, des intervenants, mais aussi du format, ce format comme ça qui permet d'éviter de tirer en longueur, et c'était assez formidable. Je vais commencer par vous dire d'où je vous ai entendu et d'où je vais essayer de vous parler. Comme l'a rappelé Maria, je suis donc directeur de l'École des Arts Décoratifs, mais aussi directeur d'un campus des métiers et qualifications, on en a parlé tout à l'heure, qui est le campus MOMAD, Mode, Métiers d'Art, Design, qui fédère une cinquantaine d'établissements depuis la filière professionnelle jusqu'à l'enseignement supérieur sur les 2 académies de Paris et de Créteil. Je vous ai entendu, à la vérité, comme sans doute un certain nombre d'entre nous ici, à la fois de loin et de près. Je vous ai entendu de loin, dans le sens où la plupart des interventions faisaient état d'un très haut niveau d'expertise, d'un très haut niveau de technicité sur des sujets qu'on peut considérer comme des sujets de niche. Et cette technicité, cette expertise ne sont absolument pas les miennes. Pour autant, je vous ai entendu de près, de très très près, parce que j'ai entendu d'abord une pensée systémique et même écosystémique, qui s'attache à penser les filières, à penser les processus, à penser l'ensemble des actrices et des acteurs, les cycles de vie, et qui se situe à l'échelle de la biorégion, c'est-à-dire, cela a été rappelé également, d'une approche écocentrée et non pas administrative du territoire. J'ai aussi entendu une démarche résolument hybride, qui croise à la fois une grande diversité non hiérarchisée, et cette absence de hiérarchie me semble absolument fondamentale, une grande diversité non hiérarchisée d'acteurs et d'actrices, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des paysagistes, des designers, des artistes, grande diversité aussi d'approches techniques, pratiques et de recherche, qui articulent toujours le faire et la pensée, les savoir-faire et la recherche. J'ai entendu aussi des interventions qui faisaient souvent état d'un lien très étroit à la formation, qui valorisait cette question de la formation, de la transmission, de l'enseignement, de la recherche, et aussi depuis le niveau de la formation professionnelle jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. J'ai entendu enfin une réflexion collective qui s'attache à assumer les tensions et les contradictions, à penser la complexité, à éviter les simplismes, les replis, les dénis, faire comme si ceci ou cela n'existait pas. Et c'est ainsi que chacune et chacun se sont attachés à penser ensemble l'industrie et l'artisanat, la tradition et l'innovation, la position du conservatoire et celle du laboratoire, l'unicité de ce qu'on fabrique et la duplicabilité. Ce sont là des questions ou des postures ou des positions qui m'intéresse au plus haut point depuis l'École des Arts Décoratifs, dont il faut que je vous dise en quelques mots quel est le projet, ce que j'essaye d'y déployer depuis 7 ans maintenant que j'ai la chance de la diriger. Ce vocabulaire du décor et du décoratif, il est pris dans une certaine tension entre d'une part le décoratif, c'est-à-dire l'excès, le superflu, ce qui est en trop, l'ornement, et d'autre part, ce qui est plutôt du côté du décor, c'est-à-dire d'une part notre milieu de vie en tant qu'il est construit. Le décor, c'est aussi un mot qui vient du latin decere, qui signifie ce qui est juste, qui a donné décent, c'est la même origine, décor, décent, ce qui convient. Donc le décor a à voir avec la justesse, la juste mesure, la décence, par exemple ce que Orwell appellera la common decency. Et c'est aussi le décor, c'est aussi une origine qui est très proche de celle de docéo, c'est-à-dire j'enseigne. Et donc il y a une relation comme ça assez étroite. Et en tout cas, moi, c'est le fil étymologique que je tire aujourd'hui entre nos milieux de vie, la justesse, la juste mesure et l'enseignement, la transmission. Ainsi le considérer,
L'école des arts décoratifs est, à mon sens, l'école des milieux de vie. Et je vais vous montrer très rapidement une exposition que nous présentons en ce moment à la Biennale internationale design de Saint-Étienne, qui a été vernie la semaine dernière et que vous pourrez voir jusqu'au 8 juillet. C'est une exposition qui s'appuie principalement sur Donc, l'exposition s'appelle « Le lieu est la ressource ». C'est le sous-titre. Son titre est « Design des territoires » et qui s'appuie sur un programme que nous avons lancé, d'abord sur un site en Dordogne qui s'appelle « Design des mondes ruraux » et que nous avons pu le dupliquer désormais sur 5 autres sites selon une typologie de mondes. Les mondes montagneux dans le Puy-de-Dôme, les mondes littoraux dans les Côtes-d'Armor, les mondes urbains à Paris, les mondes les mondes forestiers en Moselle et les mondes insulaires à La Réunion. Et il s'agit de travailler sur ce que on peut le nommer le tournant territorial du design, c'est-à-dire le fait que le design peut être au service, le design, c'est-à-dire l'approche par les usages, peut être au service des territoires, non pas forcément de leur revitalisation, ils ne sont pas morts, mais au service de la vie habitante dans les territoires, et de la même façon, comment le design peut apprendre des territoires et de savoir-faire le vernaculaire. Et par exemple, le projet que vous voyez là, qui est de Nicolas Verscave sur les Cimaises, est un projet qui part du glanage dans les forêts et qui en fait s'attache à renverser le fameux axiome le moderniste de Louis Sullivan, selon lequel la forme suit la fonction, en montrant comment on peut partir de la forme pour imaginer des fonctions, en l'occurrence à partir de branches, imaginer des équerres. Donc cette exposition permet d'accéder à ces différents projets. Il ne s'agit pas ici d'en parler, simplement de vous donner quelques images de ce qu'on peut y voir. Donc, c'est à partir de cette position que je vais essayer de formuler 3 séries, si vous voulez, de remarques qui m'ont été inspirées par ce que j'ai entendu à nouveau de passionnant et qui, vous allez l'entendre, reprennent parfois des réflexions qui ont pu être évoquées ou formulées juste avant moi, par Serge Joly. Une première série de remarques, une première remarque sur la triade qui a structuré cette journée, à savoir la triade matériaux, écosystèmes, écriture architecturale. Cette triade, il me semble que nous pouvons la reformuler en vocabulaire, contexte écologique et style. Et cette triade, elle nous met à disposition ce qu'on peut appeler une grammaire, mais une grammaire nouvelle, une grammaire pour les temps présents, une grammaire écocentrée. C'est-à-dire une possibilité d'être juste au regard d'un double critère, un critère écologique et un critère stylistique. C'est-à-dire une possibilité de construire juste, comme on dit jouer juste pour un musicien ou pour un sportif, construire juste, comme on dit jouer juste à l'heure de l'urgence écologique. Deuxième série de remarques un peu plus longues, autour de l'importance des cultures matérielles, autour de l'importance des savoirs des matériaux, dès lors qu'on se situe d'un point de vue écologique, d'un point de vue écosystémique. Deux remarques dans ce registre. La première, c'est qu'il me semble, on a beaucoup parlé du tournant visuel, du visual turn. On a beaucoup parlé du fait que l'information nous arrive aujourd'hui, non de moins en moins médiatisée par le langage, par l'écrit, mais de plus en plus médiatisée par l'image. Il me semble que ce tournant visuel, qu'il faut absolument prendre en compte, qui est là, que nous ne pouvons pas nier, ce tournant visuel a tendance à oblitérer aujourd'hui l'importance des questions matérielles. Et j'en veux pour preuve notamment le contexte de l'enseignement du design en France. En France, le design est majoritairement enseigné dans les écoles d'art, dans les écoles des beaux-arts qui ont été renommées écoles supérieures d'art et design, comme c'est le cas par exemple à Saint-Étienne. Le petit problème avec ça, c'est que le design est enseigné sous le prisme dominant du visuel, c'est-à-dire sous le prisme de l'aspect,
Ce qui donne ce design à la française, ce design de la forme, ce design extrêmement élégant, mais qui tend à minorer des questions qui aujourd'hui sont absolument décisives, c'est-à-dire la connaissance des matériaux. Et ce qui est assez admirable ici et qui doit servir, me semble-t-il, de leçon pour toutes les écoles et que nous mettons en œuvre à Paris à l'échelle du campus, c'est qu'il faut construire partout des matériothèques. C'est-à-dire qu'il faut diffuser, mais même presque dans l'enseignement secondaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'éducation artistique et culturelle, du déficit d'éducation à l'image, du fait que dans les écoles, on apprend à lire, à compter, mais on n'apprend pas à regarder, alors que apprendre à regarder, ça s'apprend. C'est une des phrases magnifiques de Hiroshima, mon amour. Il faut aussi apprendre à connaître les matériaux, leur cycle de vie, leurs propriétés, etc. Et le deuxième remarque sur l'importance des cultures matérielles, c'est que toutes les interventions d'aujourd'hui ont eu ceci, bon, c'était la commande, c'était l'enjeu, de nous montrer combien il est essentiel de travailler avec le déjà là, de le transformer sur place. Et c'est là une façon d'en finir avec les nombreux effets néfastes qu'on connaît quand on travaille avec le lointain, mais qui sont remarquablement analysés. Je voulais absolument dire 2 mots de ce livre, je ne sais pas si vous l'avez en tête. C'est un livre qui n'est pas encore traduit, un livre de Jane Hutton qui s'appelle Reciprocal Landscapes, Stories of Material Movements, de 2019. Et c'est un ouvrage absolument passionnant, donc qui forge ce concept de paysage réciproque et qui retrace l'histoire sociale et environnementale de 5 matériaux issus de territoires très éloignés et qui ont tous contribué à la construction de l'espace public new-yorkais, depuis l'aménagement de Central Park dans les années 1860 jusqu'à l'inauguration de la High Line en 2009. Ces matériaux, ce sont le guano, le granit, l'acier, le platane et le bois tropical. Et un des aspects absolument remarquables de ce livre, c'est qu'au fil des pages, on mesure combien le concept de matériaux est irréductible au caractère fixe et inerte de la marchandise auquel le marché tend à le rabattre. Quand vous allez chez Point P, etc., vous voyez des matériaux, mais vous voyez aussi des marchandises. Or, il y a quelque chose dans le matériau qui est irréductible à la marchandise, dans la mesure où il ne cesse d'être déplacé, transformé, suivant une succession de processus humains et naturels. Troisième série de remarques sur la remise en question. Ce qu'on a entendu, je crois, c'est une remise en question ou une explication avec 3 grands axes structurants du modernisme. Le premier, c'est le dogme de l'industrie, et en particulier ces 2 piliers que sont le standard et la grande échelle. Le deuxième, c'est le paradigme de l'autonomie de l'architecture, à savoir que l'architecture reposerait sur des savoirs et des savoir-faire isolés. Et de ce point de vue-là, c'est un point commun que l'architecture partage avec les beaux-arts, c'est-à-dire le principe d'une autonomie disciplinaire. Le troisième concept qui a été mis en question pendant toute la journée, c'est la notion de projet, tout simplement, avec ce qu'elle implique notamment de séparation entre une phase de conception et une phase d'exécution. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous avons été invités à effectuer un triple pas de côté, un triple déplacement. Premier déplacement, passer de l'industriel à l'industrieux. Ce vocabulaire de l'industrie, il nous vient du latin industria, et il signifie d'abord application, activité, assiduité, zèle. Et pour le dire avec un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre-Damien Huyghe, nous avons cessé, dit-il, d'être industrieux pour devenir industriels. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est l'une des leçons de ce que nous avons entendu, il faut aussi redevenir industrieux en s'appuyant sur le génie des lieux, c'est-à-dire sur la capacité littéralement d'ingenium, d'invention, de dépassement de l'existant qu'on trouve dans les lieux, sans verser dans un simplisme réducteur qui consisterait à faire comme si l'industrie n'existait pas ou comme si l'industrie n'était pas un enjeu considérable, alors qu'il faut évidemment faire avec l'industrie, mais articuler l'industriel et l'industrieux. Deuxième pas de côté que nous sommes invités à effectuer, c'est celui qui consiste à passer d'une architecture autonome à une architecture autochtone. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que toutes les interventions que nous avons entendues parlent d'un dialogue de l'architecte avec les savoirs habitants, avec les savoirs des communautés habitantes qui possèdent des modalités de faire qui sont liées au fait d'habiter. Modalités de conception, modalités de construction, modalités d'habitation. Et ce qui ne veut pas dire, autochtone ne doit absolument pas signifier ou s'entendre comme natif,
puisque c'est la grande idée du texte fondateur du biorégionalisme, ce texte absolument génial de Berg et d'Assmann, qui s'appelle « Réhabiter la Californie » et qui dit « on peut devenir originaire ». C'est une façon de couper l'herbe sous le pied à toutes les pensées réactionnaires qui considèrent que l'origine est native, que l'origine est depuis le toujours. Donc on peut devenir originaire, et c'est ce qui se passe du reste, c'est ce qui est en jeu ici aussi, c'est cette façon de devenir originaire et de passer donc d'une conception autonome de l'architecture à une conception autochtone de l'architecture. Et puis le troisième déplacement, troisième pas de côté, c'est celui que je dirais là aussi d'une formule. L'exercice est tel que j'essaye de formuler les choses de façon un peu synthétique, de faire projet à faire trajet. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est du reste ce qu'on a entendu là, dans la très belle expression qui était « chemin de pierre, génie de pierre » de Assemble et Stono. C'est vraiment cette idée qu'on ne va pas tant faire projet qu'on va faire trajet. Et quantité d'interventions que nous avons entendues ici, on passe toutes par ce moment premier, ce moment fondamental qui est celui de l'enquête, qui est celui de l'arpentage, qui est celui de la cartographie, qui est celui du repérage de l'existant, du déjà là. Ce qui suppose une capacité à prendre soin, une capacité à prêter attention. Ou alors, dans ce projet qui a été présenté, c'est cette façon de repérer d'abord, de regarder dans la carrière la poussière au sol plutôt que les matériaux. Ou encore cette façon de faire, c'était une expression qui a été employée, un stone trip en Ardèche. À chaque fois, non pas seulement faire projet, mais aussi faire trajet. Et je finirai sur les limites de tout cela, c'est qu'évidemment, tout cela coûte cher. Et je pense qu'il faut à la fois saluer tout de même, plutôt que le déplorer systématiquement, le désengagement de la puissance publique, souligner quand même que nous sommes dans un pays où la puissance publique continue de financer un certain nombre de projets d'intérêt général. Et j'en veux pour preuve le programme Design des territoires, qui est financé pour un tiers par le ministère de la Culture. Mais il est évident que nous avons besoin des acteurs privés, dont il faut saluer l'engagement au service d'enjeux d'intérêt général. Et ici à Arles, à la Fondation Luma, nous sommes dans un modèle tout à fait original, puisqu'on a une fondation privée qui traite d'intérêt général à partir d'un ancrage résolument local et d'une position ultra située. Alors que les fondations, dans l'imaginaire, ont souvent tendance à lier le général à la grande échelle, c'est-à-dire comme si le général était nécessairement supraterritorial. Et c'est sans doute là un dernier point commun avec ce que j'essaye de faire pour ma part depuis l'École des arts décoratifs, c'est-à-dire déployer une approche territorialisée du national. L'École des arts décoratifs, c'est une école nationale, mais on a tendance en France à assimiler le national à Paris. Or non, je crois que le national doit être déployé territorialement, territorialisé. Et ce qu'on... Dans cette, et donc, pardon, pour finir, avant que je m'embrouille définitivement, oui, ce que la situation là, de la Fondation nous invite à méditer, c'est finalement la capacité à faire école, la capacité à polliniser largement à partir d'une approche ultra située, à partir d'une approche territorialisée. Et où finalement ce qu'on duplique, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un outil de production, mais une méthode, c'est-à-dire un chemin, un trajet. Non pas faire projet, mais faire trajet. Merci.